Mr. Rothschild, how you doing, sir? Can you tell us what went on at the Bilderberg meeting this year? Sorry? Could you tell us what went on at the Bilderberg meeting this year? I didn't get that, actually, no. The Bilderberg? You weren't there? No. Not this year. What went on last year? No, I wasn't there last year. You weren't there last I think year? that was my cousin. Your cousin was there? Yeah, I think so. Okay. Do you have a couple minutes for us, Mr. Rothschild? We have a few additional questions. I was asking a question inside of, because I was saying that the Federal Reserve is one of these organizations. It's one of these organizations that a lot of people say is the source of inhumane projects all across the world because it's a private bank. That was started by your family. No, it's completely untrue. I was asked that earlier. It really isn't true. No. Jekyll Island, Jekyll Island, 1913, sir. But sir, just one thing, we could go on about how, your family committed all these acts against society, but we just want to let you know the New World Order has no legitimacy. And that we as a people are not afraid, and we are waking up to the robber barons and the big banksters who are looting this economy with the Federal Reserve. Well, un groupe relativement restreint composé de quelques familles, notamment les Rothschild, les Rockefeller, les Morgan et les Carnegie, ainsi que les Harriman et les Schiff, les Warburg, sont à la tête de l'élite dirigeante dans l'Occident depuis des générations. Je ne suis pas en train de dire que chacun des membres de ces familles ont un rôle à jouer dans ce programme de domination mondiale, ni même qu'ils en sont conscients. En revanche, je suis convaincu que les chefs de ces dynasties contrôlent les intérêts commerciaux et financiers qui servent à exécuter ce sombre projet, responsable de la destruction de si nombreuses vies. Les personnes qui mettent en place ce programme dans le secret sont connues sous de nombreux noms. Des rapports ayant filtré ont révélé qu'ils se réunissent partout dans le monde, à l'abri des regards, pour discuter de leur programme. Ensuite, avec la précision d'une montre suisse, leurs plans commencent à apparaître dans les secteurs médiatiques, financiers, commerciaux et militaires. Bien entendu, toutes les personnes impliquées dans ces groupes ne prennent pas part aux décisions. Il existe une hiérarchie en termes de savoir et d'implication. Je crois avoir fait mes preuves depuis 40 ans que j'écris des romans de science-fiction où j'ai toujours montré mon amour pour l'Amérique. Quand j'ai posé le pied pour la première fois à New York, j'avais les larmes aux yeux parce que c'était mon pays de cœur pour lequel, et pour la France aussi, je m'étais battu pendant la guerre, pendant la résistance et ensuite dans les commandos. Donc on ne pourra pas me traiter d'être anti-américain, non. Mais il faut que le peuple américain sache qu'il est lui aussi trompé, qu'il est lui aussi entraîné
vers un chaos. Nous allons y revenir. Nous avons consulté un politologue français, Pierre Faillant de Villemarais, qui lui n'est pas du tout ufologue, qui n'est pas du tout spécialiste des grilles, des extraterrestres, etc. Mais il va nous parler de ces organisations négatives qui nous ont amenés à Maastricht. Pierre de Villemarais, vous êtes écrivain, vous avez publié 18 ouvrages, voici celui-ci sur le sinistre GRU en 88, et celui-ci beaucoup plus récent, chez Stock, chez le même éditeur, Coup d'État de Markus Wolf, La guerre des deux Allemagnes, 45-91. Vous publiez aussi depuis plus de 20 ans cette lettre d'information du Centre européen d'information. Alors, notre propos aujourd'hui est d'introduire quelques notions précises sur le gouvernement secret. J'ai étudié d'abord toutes les affaires de l'internationale communiste et soviétique pendant des années, et un jour je me suis rendu compte que c'était pas suffisant comme explication, une soi-disant confrontation entre deux mondes, et puis en même temps tout à coup des choses bizarres se passant en coulisses, et comme s'il y avait une sorte de compromis ou tacite ou organisé entre l'Est et l'Ouest par-dessus nos têtes. Donc je me suis mis à étudier aussi les coulisses du monde occidental. Et alors j'ai découvert ceci grâce à des amis aussi bien anglais qu'américains d'ailleurs, qu'il existait, bien avant la trilatérale et Bilderberg, des sociétés qui sont nées au début du siècle, à la fin du dernier siècle, au début du siècle, tout à fait, je dirais, occultes en ce sens que on n'y pénétrait pas. N'importe qui n'y allait pas, il fallait être recruté par un ou deux, coopté, et des petits cercles d'abord. Pour résumer cet historique de ce que j'ai découvert sur document, qui existe et que d'autres ont eu après moi ou avec moi et ont publié, mais très partiellement, moi j'ai toute une bibliothèque là-dessus, qu'en gros il s'est passé ceci. Avant la guerre, donc la dernière guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, et entre 1884 et la guerre de 14 et celle de 39-40, des groupes se sont formés comme des petites bulles, des groupes d'initiés, mais tout est parti d'Angleterre et presque immédiatement après des États-Unis. C'est-à-dire, sur le thème suivant, nous qui sommes des professeurs d'université, des intellectuels, en Angleterre, il y avait par exemple Bernard Shaw. Il y avait la fille de Marx, une des filles de Marx, Eleanor Marx. Et je dis Eleanor Marx parce que c'est quelque chose qui devrait être connu de tous les historiens, que après avoir fondé une société d'une quinzaine ou une vingtaine de professeurs universitaires et intellectuels à Londres, ils ont envoyé en mission Eleanor Marx aux États-Unis pour créer un même groupe avec l'idée suivante. L'ère moderne exige que dans les universités, nous qui sommes professeurs intellectuels, nous avons la parole, nous formons des gens. Eh bien, nous allons les former à notre programme de réorganisation du monde, et au lieu de faire la révolution par la rue, qui se termine toujours tragiquement et qui peut nous échapper, nous allons faire la révolution par en haut, c'est-à-dire par les élites. Dans nos universités, nous allons non seulement recruter des professeurs qui vont adopter nos idées, enfin on va les recruter, c'est à condition qu'ils adoptent nos idées, et ensuite ces professeurs vont former des élèves. Alors il faut voir qu'il y a eu un siècle de travail comme ça. La société de Londres s'appelait la Société Fabienne, britannique, et ne recrutait que petit à petit, sans hâte, parce que c'est ça la différence avec les partis, les mouvements politiques. Il y a toujours l'objectif immédiat, le pouvoir tout de suite, par les élections. Eux, c'était pas ça. C'était le pouvoir dans l'ombre. Comme conseillers, ne cherchons jamais les premières places, mais soyons toujours là, indispensables, parce que nous sommes savants, parce que nous sommes professeurs universitaires spécialisés dans tel et tel domaine. La même chose aux États-Unis. Et c'est de là que sont nés, en gros, la synarchie, ce qu'on a appelé la synarchie, à Vienne, qui a essaimé sur toute l'Europe, puisque c'est en 22 dont je parle pour l'Europe. Or, il ne faut pas oublier qu'autour de Hitler, il y avait des gens affiliés à la synarchie, des gens connus, Otto Abetz, Ernst Sackenbach, de la grande banque qui était dans les grandes banques avec Hermann Habs,
qui d'ailleurs ont protégé et récupéré et protégé des banques juives, comme la banque Warburg dont on parle quelquefois. Il y a eu un livre assez connu là-dessus. Un feuilleton. Et un feuilleton à la télévision, mais on oublie de dire tous ces liens secrets qui existaient entre ces gens. Au début, ça paraissait une fantaisie, ce gouvernement occulte, derrière n'importe quel gouvernement. Mais si, les Synarques avaient envoyé des gens à Londres, des gens à Alger, et il y avait des gens à Vichy, et chacun a dédouané les autres après la libération, quoi qu'ils aient fait, et pendant longtemps. Les Anglais et les Américains surveillaient ça de leur côté, et s'occupaient, eux, de détruire l'ordre établi. Alors, il y avait un empire. Parce que c'est là où il faut voir l'évolution de ces sociétés occultes. Au départ, et on le trouve dans le pacte synarchique dès 1922, puisqu'il a été rédigé en 22, mais seulement découvert au moment de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il est dit textuellement qu'il faut réorganiser le monde en 5 grands ensembles économiques qui sont, alors il faut se mettre dans le contexte de 22, la Panamérique, la Pan-Europe, non, ils disent la Pan-Eurafrique à ce moment-là, parce que l'Europe avait des projections sur l'Afrique, le Commonwealth britannique, la Pan-Asie, et donc il dirigeait le monde en 5 grands ensembles économiques. Alors arrive la guerre, donc ils ont été obligés de réviser au fur et à mesure des bouleversements de 45, 44, 45, un peu leur ordre. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, il vaut mieux carrément faire sauter le Commonwealth, qui était intégré complètement à la couronne, mais à condition que l'Empire français, on dit les Anglais, parce qu'il y a beau avoir des coteries, il y a des rivalités à l'intérieur de ces coteries semi-occultes, il faut détruire l'Empire français. Les Américains étaient d'accord, d'autant plus que les gens de l'OSS devenus CIA, je dis pas tous, il y avait des initiés dans tous ces mouvements. Bien sûr qu'on ne peut pas cataloguer tout un mouvement en bloc, c'est le tort quelquefois de certains de nos amis, c'est de vouloir que tout passe par le trou de serrure, puisqu'un tel est du club, donc c'est un salaud. Non, il faut voir ce qu'il fait, ce qu'il dit, parce qu'il y a des gens qui entrent dans ces clubs par opportunisme politique, par carriérisme, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Tous ne sont pas des initiés. Je donne un exemple. Mon beau-père connaissait bien Pinet, le président Pinet, et un jour il lui dit, qu'est-ce que vous allez faire dans cette société qui s'appelle Bilderberg? Bon, on va en parler, je vais expliquer ce que c'est que Bilderberg, mais Pinet lui répond, vous savez, on rencontre des gens intéressants dans ce club, c'était aux années 50, ça, hein, après la fondation de Bilderberg qui date de 1954. Moi je trouve qu'on a des réunions dans un pays puis un autre, ça me fait voir du pays, et pendant que ces gens-là, ils m'embêtent avec leurs discours, parlent de refaire le monde, moi je m'en vais faire du footing. Alors mon beau-père lui avait dit, président Pinet, vous servez de caution à des gens qui dans votre dos, eux, travaillent. Car déjà, j'ai des textes qui datent de 1932 de ces milieux-là, des textes internes, où on parle du nouvel ordre mondial sans arrêt. Donc c'est pas une découverte que le président Bush l'ait dit après la guerre du Golfe. C'est simplement une confirmation. Parce qu'on ne nous fera pas croire que ces gens-là ont toujours le même langage à travers un siècle, sans qu'il y ait une doctrine à la base. Il y a un fil conducteur. Alors, après la guerre, il y a donc la soi-disant guerre froide qui commence, je dis soi-disant, puisqu'ils ont été mêlés à, comme on peut lire dans mes livres, à certaines affaires secrètes. J'ai quand même vu que c'était une horrible mascarade. On voulait bien empêcher le communisme de nous prendre ici comme les pays d'Europe de l'Est, mais on ne voulait pas le détruire, on voulait s'arranger avec lui, ce qui est très différent. Il y a des milliers et des milliers de gens qui sont morts d'avoir cru que l'Occident les aiderait à se libérer du totalitarisme communiste. Naît Bilderberg en 1954. Bilderberg est une association euro-américaine, ce qu'on oublie, et pas du tout européenne, euro-américaine, puisque David Rockefeller était à la fondation, Bill Donovan, l'ancien chef de l'OSS, était à la fondation, Allen Dulles, chef des services secrets, était à la fondation, pour ne citer quelques noms connus. Du côté européen, qui y avait-il derrière Bilderberg? Jean Monnet, et tous les gens de l'équipe qui ont dit il faut faire l'Europe, faire l'Europe, faire l'Europe. Bon, mais leur Europe. Et ce qui ne veut pas dire une Europe de la liberté. Alors la trilatérale, j'en parle tout le temps, c'est quoi? Elle est née en 73 d'une réunion qui s'était tenue en 72 à Davos, en Suisse, où j'étais. Mais j'étais pas invité. J'étais par hasard chez les amis à Davos. J'ai vu
Je me suis cogné à Henry Kissinger, à des gens très connus. J'ai fini par demander à mes amis suisses, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai vu des soviétiques, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? 73, hein? Attention, il n'y avait pas encore l'écroulement du mur. Et ils me disent, ah, mais il y a une réunion bizarre, la police est sur les dents, il faut surtout pas qu'on sache qui est là, c'est interdit de prendre des notes, de prendre des photos. Bon, j'ai quand même eu par mes amis suisses beaucoup de choses, et même eu la sténographie de leurs débats internes. Ce qui m'a beaucoup éclairé en 72, parce qu'ils annonçaient qu'ils allaient créer l'année d'après un organisme, ils n'avaient pas dit lequel. Et, mais l'homme qui... de cette concertation où il y avait une centaine de gens, donc j'ai parlé de Kissinger, il y avait des Japonais, il y avait une délégation soviétique dont un vice-ministre du gouvernement soviétique, et n'oublions pas que c'était soi-disant toujours la guerre froide. Bon. Or ils étaient là, et la conclusion applaudie par les soviétiques dans ce vice-ministre qui s'appelait Bykov, qui existe encore, de M. Perlmutter, un économiste américain très connu, était la suivante. Écoutons bien, hein, 72-73, ça c'était l'hiver 72-73. Il faut qu'avant 20 ans, nous ne soyons plus que 200 ou 300 multinationales dans le monde à contrôler tout ce qui est recherche, exploitation, répartition des matières premières clés de notre époque. Et donc voilà la phrase textuelle, et il expliquait, à partir de ce moment-là, il y aura 3 moteurs dans le monde. Le moteur industriel panaméricain, le moteur industriel japonais et le moteur industriel pan-européen, incluant l'Union soviétique. En 72-13. Et l'année d'après, donc, naît la trilatérale, qui était donc 3 moteurs industriels drainant derrière eux, à partir de 3 grands ensembles économiques, tout ce qui n'était pas multinational. Ils disaient même dans leur texte que toutes les petites et moyennes entreprises de nos pays deviendraient des sous-traitants. Donc aux ordres. Voilà en gros, si vous voulez, je crois ce qu'il faut que les gens sachent, c'est qu'on est manipulé par des gens qui ont tout en main parce qu'ils ont les leviers économiques et monétaires qui sont beaucoup moins frappants pour le public, qui ne comprend rien aux histoires monétaires, par exemple, que si c'était une affaire purement politique. Non, c'est technocratique, c'est monétaire, c'est financier, c'est la grande coulisse mondiale. Et d'ailleurs, à mon avis, même si ces gens sont très puissants, ils échoueront. On n'est pas impuissant parce que plus on répète, plus on les dénude en public. Le roi est nu, on connaît l'expression. Plus ils sont gênés parce que il y a eu une époque, il y a 20 ou 30 ans, où c'était un peu trop tôt, quelques confrères et moi, où on parlait de ça. C'était trop tôt, les gens n'étaient pas mûrs, prêts. Maintenant, tout le monde sent qu'il y a quelque part ce que j'appellerais vulgairement un truc. Ce qui explique que les Français, qu'on croyait endormis, se réveillent tout d'un coup quand il y a une discussion autour d'une chose comme Maastricht, parce qu'ils sentent instinctivement qu'il y a quelque chose qui est truqué dans la coulisse. Ils voudraient savoir. Les dés sont pipés. Voilà, ils savent que les dés sont pipés. Pierre de Villemarais, je l'ai dit et je le répète, n'est pas un ufologue. Il n'est pas du tout spécialiste de ces problèmes. Mais ce qui est terrifiant et inquiétant, c'est que ces conclusions rejoignent les nôtres.
la force des anglo-saxons et des Allemands, c'est de mettre en place des instituts, des think tanks. Il n'y a pas de traduction littérale en France, littéralement des réservoirs à penser, qui élaborent des documents, des rapports, qui vont ensuite nourrir les hommes politiques, peu importe l'étiquette, UMP, PS pour la France, ou la CDU ou la SPD pour les Allemands, ou les partis conservateurs et travaillistes pour les Anglais, peu importe, c'est interchangeable. Il faut surtout donner l'illusion qu'il y a une opposition, mais c'est factice. Et ces think tanks, littéralement, nourrissent la politique mondialiste. Alors, je ne vais pas m'amuser à vous citer tous les noms. Je vais vous citer quand même, enfin, tous les noms et vous expliquer tous les instituts. Je vais vous citer quand même quelques instituts pour vous donner une idée. Et puis pour ceux qui voudront aller plus loin, ils n'auront qu'à se précipiter après sur mes bouquins que je dédicacerai avec plaisir. La Société Fabienne. La Fabian Society. Qui connaît en France la Fabian Society, créée en 1883 par Béatrice et Sidney Webb. Il y avait aussi Georges Bernard Shaw, il y avait aussi H.G. Wells qui faisait partie de ce truc. La Société Fabienne. Alors Fabienne, ça vient du mot d'un nom d'un général romain qui s'appelait Fabius. Rien à voir avec Laurent. Hein. Bon. Fabius Cunctator, c'est-à-dire le temporisateur. C'est-à-dire ce général romain qui était en guerre contre Carthage, voulait appliquer la méthode des petits pas. C'est-à-dire que pour réussir, il ne faut pas les grandes aventures à la Napoléon, il faut aller lentement, doucement, mais de manière méthodique, on écrase. Bon. Et la Société Fabienne a repris cette politique des petits pas, mais quand on fait un petit pas, il n'y a plus jamais de pas en arrière. Donc c'est méthodique. L'objectif de cette Société Fabienne, qui recrute la crème de la classe politique anglaise, essentiellement travailliste, enfin de gauche, mais vous savez, gauche-droite, ça n'a aucun sens, hein, mais je dis ça pour des raisons d'ordre pratique. Et donc elle recrute la crème politique anglaise. L'objectif, c'est de faire une synthèse entre le socialisme et l'État-providence et le capitalisme, les lois du marché, pour créer ce qu'ils appellent une troisième voie. Or, c'est l'expression utilisée par Tony Blair. Tony Blair, membre de la Société Fabienne, de créer une société ni capitaliste, ni socialiste, mais une fusion, une synthèse des deux. Et c'est le but des élites de fusionner socialisme et capitalisme. Gorbatchev avait une expression pour ça. Il disait créer une alternative. Une alternative. Bon, fusionner les deux. Les hommes politiques anglais donc font partie de cette Société Fabienne. Et cette Société Fabienne va avoir un rôle particulièrement important puisqu'elle va être à l'origine de la création en 1895 de la plus grande école économique au monde, qui est la London School of Economics, qui d'abord a formé des Anglais en priorité, mais aussi en fait des étrangers, enfin des Français, des Allemands, des Américains, des Suédois, etc., des Danois. Et là aussi, c'est fait pour donner une tournure d'esprit mondialiste et faire en sorte que ces hommes et ces femmes formés selon les canons du mondialisme se retrouvent réimplantés dans tous les secteurs politiques, économiques, journalistiques, militaires de chaque pays pour faire avancer la politique mondialiste. Alors, le président Kennedy a été à la London School of Economics. La reine du Danemark aussi. Vous avez même, comment il s'appelle Mick Jagger, qui a fait le chanteur des Rolling Stones, il n'a fait qu'un an et je dis toujours que bon, il n'a pas trouvé satisfaction. Mais même lui, il a fait un an à la London School of Economics. Il y a même aussi Romano Prodi qui a fait un détour, ses études à la London School of Economics. L'ancien Premier ministre canadien des années 80, Pierre Elliott Trudeau. Donc ces gens-là, c'est ça qui est frappant. On les retrouve avec la même formation. Ça, vraiment, j'insiste là-dessus, parce que les anglo-saxons ont une force, la pédagogie. Recruter chez des jeunes gens et de jeunes filles de 18, 19, 20 ans, des garçons et des filles qui émergent du lot par leur intelligence et une tournure d'esprit qui va dans le bon sens. Lui, elle, et ensuite on accélère leur ascension sociale pour ensuite occuper les postes clés qui vont, comme par hasard, aller
dans la même direction. Donc il faut vraiment être... ça, les anglo-saxons, ils ont cette force, et j'avoue, j'admire. Parmi aussi ceux qui ont fait la London School of Economics, j'oubliais aussi nos amis à nous, George Soros, le fameux financier, vous savez, l'auteur de la création des Open Society en Europe centrale, et puis le prince des ténèbres qui a travaillé avec George Bush fils, Richard Pearl. Donc comme par hasard, ces gens-là, on les retrouve toujours au même poste. Alors, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails, il y a des... Edward Bernays, the nephew of world-famous psychoanalyst Sigmund Freud, would study group dynamics and become the father of public relations. He authored the book Propaganda in 1928. In it, he described how to intelligently and consciously manipulate the habits and opinions of the masses within a democratic society. He went on to state that those who harness this unseen mechanism of society constitute an invisible government and are the true ruling power. It is they who pull the wires which control the public mind, who harness old social forces and contrive new ways to bind and guide the world.